Voter un taux de participation en hausse pour ces élections législatives aux résultats extrêmement serrés. Voilà, on refait le point sur ces résultats. On voit le bloc de droite 56, centre-gauche 43, Israël Beiteinu 9 et liste arabe unifiée 12 sièges en nette hausse. Donc, alors pour débattre de ces résultats, autour de ces résultats, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Amélie Ferré. Bonjour et bienvenue. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche internationale de Sciences Po également. Nous a rejoint sur ce plateau aussi Abravanel, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint d'Elnet et Israël. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que représente Elnet? Elnet, c'est une organisation qui œuvre au dialogue stratégique entre les pays européens et Israël, essentiellement au niveau politique. Donc c'est une organisation qui reçoit énormément de délégations politiques européennes en Israël et essaye de développer des partenariats stratégiques entre les pays européens et Israël. Et Daniel Haïk, analyste politique notamment sur i20 for News. Amélie Ferré, j'aimerais avoir votre réaction avec cette performance de la liste arabe unifiée qui, selon ce dernier sondage, pas encore ces derniers résultats qui ne sont pas encore officiels, obtiendrait donc 12 sièges au Parlement israélien. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on voit justement la rupture qui s'est passée dans l'électorat arabe par rapport aux dernières élections où il y avait eu un assez fort désintérêt. Et là, il y a eu une sorte de réveil de la population arabe qui peut être lié à plusieurs facteurs. Premièrement, au fait qu'il y a eu une joint list comparée aux autres élections auxquelles il y avait eu des dissensions et donc il y avait eu plusieurs listes qui s'étaient présentées. Mais aussi, ça peut être une réaction au climat extrêmement violent qui a été celui de cette campagne contre la population arabe et donc une volonté de peser finalement dans le débat israélien. Vous parlez du Likoud qui a été agressif vis-à-vis... Exactement, avec le message par exemple sur Facebook de Netanyahou sur le fait que les Arabes voulaient annihiler Israël, avec aussi le fait que tout ce qui s'est passé sur les caméras et les potentielles fraudes de la population arabe. Et je pense que ici on peut voir vraiment Ayman Odeh qui s'est révélé comme un leader assez fin et assez malin puisqu'il a réussi notamment lors de son intervention à la Knesset avec le téléphone à entrer lui aussi dans le monde de la communication politique et à résumer en une image un message politique fort qui a parlé pour le coup à la population arabe. Yossi Abravanel, vous êtes d'accord, Ayman Odeh s'est imposé comme un nouveau leader? Non, je pense pas, faut pas exagérer. Je veux dire, les Arabes israéliens représentent à peu près 20% de la population, même 12 sièges, ce qu'on leur donne actuellement dans les sondages, c'est que 10% de ce qui est à la Knesset. Donc ils sont encore largement sous-représentés à la Knesset par rapport à leur véritable potentiel. Ceci dit, c'est vrai qu'ils réalisent un score qui est honorable et qu'il va falloir les prendre en compte aujourd'hui dans la coalition. Par contre, ce que je remarque au niveau de la liste arabe unie, c'est que vous êtes le seul média à ne pas les avoir mis dans le bloc de gauche. Vous regardez aujourd'hui tous les médias israéliens les mettre dans le bloc de gauche avec Benny Gantz, qui est à mon avis un non-sens, puisqu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il rentre dans un gouvernement. Effectivement, une coalition ni une coalition d'union nationale, ni une coalition de gauche. Donc c'est un scénario très peu probable. Et quand bien même ça arriverait, le premier jour où il y aurait un missile qui tomberait sur Gaza, il voterait une motion de censure contre le gouvernement et donc ça tiendrait 5 minutes. Donc je pense que vous avez bien fait de les mettre en dehors du bloc de gauche. Pour l'instant, Bleu-Blanc n'a pas dit qu'ils feront une coalition avec eux. Et effectivement, donc il n'est pas... Bleu-Blanc ont quand même dit qu'ils allaient parler avec tout le monde. Gantz a donné un coup de fil à Ayman Odeh hier. Et par ailleurs, juste pour revenir sur ce que vous avez dit précédemment, effectivement, l'électorat arabe, c'est une grande réserve de voix. C'est 20% de la population et je pense que si tout le monde votait, ce serait 24 sièges à peu près à la Knesset. Cela dit, le défi est d'autant plus grand pour Ayman Odeh et pour les leaders arabes aujourd'hui que la jeune génération est très encline à boycotter ces élections. Ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles ils veulent boycotter ces élections. Ils ont voté contre Benjamin Netanyahou. Oui, ceux qui ont voté. Mais il y en a toujours plusieurs qui n'ont pas voté. Et la moitié qui ont voté. Et c'est la jeunesse. Moi, selon moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est que, grosso modo, il y a énormément d'Arabes israéliens qui sont très solidaires de la cause palestinienne et qui sont désolidarisés de l'État d'Israël et de ce qui peut s'y passer. Et puis, on a d'autres citoyens arabes qui sont, eux, très impliqués dans la société israélienne et qui ne se retrouvent pas représentés par les députés arabes à la Knesset, qui sont des gens assez extrémistes, assez anti-israéliens pour la majorité d'entre eux, et qui vont plus essayer de prôner une solution pour le conflit israélo-palestinien que de s'occuper des réels besoins des Arabes israéliens. Et là, je crois que quelque part aussi, on a assisté, effectivement, on assistait à un développement assez intéressant, c'est-à-dire que
les partis arabes ont tiré les leçons de cet échec des élections du 9 avril dernier. Ils ont compris qu'il fallait être unis. Et c'est pas une chose particulièrement aisée parce qu'il y a dans ce même bloc de la liste arabe unifiée, il y a des partis ultra-laïcs comme le Parti communiste arabe israélien, dont justement Ayman Odeh est le leader. Et puis de l'autre côté, il y a, on va dire, les islamistes du mouvement islamiste israélien, de la branche, ce qu'on appelle la branche modérée, et qui sont dans le même bloc. Alors pour l'instant, ils sont dans le même bloc. Effectivement, Ayman Odeh tente une initiative de rapprochement avec, on va dire, l'ensemble de la classe politique israélienne, en particulier la gauche israélienne, justement parce que, effectivement, comme le disait Yossi, il y a des Arabes israéliens qui veulent être plus impliqués dans la vie, dans la réalité israélienne, et c'est ceux qui sont représentés par les courants, on va dire, plus laïques et qui sont portés par Ayman Odeh. Mais face à ça, il y a aussi, on va dire, les radicaux, et ceux-là, on les voit mal. Même en parlant du parti Balad, par exemple, qui est anti-sioniste, eh bien, il n'y a aucune chance pour que Balad figure un jour quelque part dans une forme de coalition avec un gouvernement de gauche. C'est une bonne chose pour Israël, selon vous, que la communauté arabe israélienne soit davantage représentée dans le gouvernement israélien? Ah oui, je pense que forcément c'est une bonne chose, oui, puisque ça renforce la démocratie et ça renforce aussi l'adhésion en fait des Arabes israéliens au projet israélien. Et je pense que c'est une très bonne chose, effectivement. Mais cela dit, quand on voit par exemple les déclarations de Benny Gantz, c'est pas forcément donné le fait qu'il y ait une telle intégration, puisqu'il a quand même expliqué que le deuxième meilleur endroit pour vivre pour les Arabes au Moyen-Orient, c'était la Cisjordanie occupée, sachant que en Cisjordanie, la population arabe ne bénéficie pas de passeport, donc c'est quand même assez compliqué. Et Yair Lapid, lui, il s'est carrément prononcé contre le mariage mixte à l'occasion du mariage de Lucie Hararish. Donc on voit que, en fait, même le parti bleu-blanc, eux, ils pensent que leur réserve de vote, elle se trouve sur la droite. Donc du coup, ils vont aller appeler les électeurs de droite par des messages qui sont quand même assez prononcés contre la population arabe israélienne, ce qui en marginalise davantage la population arabe israélienne. Et je pense que là, le défi pour les prochaines années en Israël, c'est justement de casser cette marginalisation de la population arabe israélienne afin de renforcer justement pas la légitimité, mais une sorte de cohésion nationale, ou en tout cas un esprit national pour que cette population elle se sente aussi représentée. Yossi Abravanel, la communauté arabe israélienne est marginalisée en Israël? Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses un peu en proportion. Il n'y a pas un autre pays où il y a des Arabes qui vivent en démocratie dans toute la région et qui ont le Liban. Le Liban, si vous appelez ça une démocratie, avec le Hezbollah au Parlement. Oui, mais après, vous voyez, là on a le chasse au Parlement aussi. Hein. Non, mais vous croyez qu'au Liban, honnêtement, on peut parler contre le Hezbollah au Liban ? Non, mais le fait est que c'est une démocratie qui est effectivement fragile. On ne peut pas comparer la démocratie libanaise et la démocratie israélienne. En Israël, un arabe israélien peut aller à la Knesset et critiquer le gouvernement, peut même soutenir des terroristes depuis la Knesset. La Cisjordanie n'est pas annexée, alors... Elle n'est pas annexée. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je veux dire une chose. Il y a 2 jours, une députée de la liste arabe unie a appelé M. Benny Gantz un criminel de guerre. Et ça reflète un petit peu ce que pensent les élus arabes de la liste arabe unie. On est dans la diabolisation d'Israël au niveau de la direction et au niveau de la majorité de ces élus-là. Tant qu'ils n'auront pas switché, qu'ils n'auront pas pris une autre direction, ils auront toujours les marginalisés et ils diront toujours qu'on les considère comme des citoyens de deuxième zone. Moi ici je rencontre énormément d'Arabes, on est ici à Jaffa, c'est une ville mixte, arabe et juive. Il y a énormément d'Arabes israéliens qui sont très bien intégrés en Israël. Eux, ce qui les intéresse, c'est avoir des meilleures conditions de vie dans le pays. Et le jour où ils auront des élus qui les représentent et qui travaillent sur ce dossier-là, ils seront beaucoup moins marginalisés, ils seront beaucoup plus intégrés. Oui, malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais justement, en fait, Ayman Odeh, il a quand même expliqué quelles étaient les lignes, les lignes rouges, ou en tout cas les conditions dans lesquelles il pourrait entrer dans un gouvernement. Et une des conditions, c'était justement une enveloppe donnée pour renforcer les infrastructures dans les villes arabes. Et je pense que justement, c'est important de souligner parce que Benyamin Netanyahou lui-même, son gouvernement, a investi dans le secteur arabe israélien, on ne le dit pas souvent, mais une somme de 15 milliards de shekels sur plusieurs années pour développer quelque part les infrastructures et
favoriser d'une certaine manière, essayer de rétablir, on va dire, la discrimination dont était victime la population arabe israélienne. Mais c'est vrai, ce que dit aussi, ça me rappelle en fait cette histoire assez connue des obsèques de Shimon Peres. Les Arabes israéliens avaient boycotté les obsèques de Shimon Peres alors que Mahmoud Abbas y était présent. C'est vous dire donc parfois quelque part la radicalisation d'au moins cette liste arabe unifiée. Et même à l'époque, on avait été surpris par la position d'Ayman Oudeh, qui était considéré jusque-là comme un leader arabe relativement modéré, et on l'avait vu à ce moment-là adhérer au positionnement de Balad et de Bassam Gattez qui a fini sa carrière en prison. Donc effectivement il y a une volonté d'Ayman Oudeh qui semble être une volonté presque personnelle et individuelle, pas obligatoirement la volonté de l'ensemble des partis arabes, de se rapprocher de l'électorat israélien, de rapprocher au moins une partie de l'électorat arabe israélien de l'électorat juif israélien pour lui donner le sentiment de participer à la vie de la société civile. C'est louable, bien entendu, mais il ne faut pas se leurrer, ça risque d'être très limité parce que justement, on va dire une majorité d'Arabes israéliens ou d'élus arabes israéliens cherchent avant tout à faire passer un message extrêmement nationaliste, extrêmement virulent, en particulier les députés de Balad, quels qu'ils soient, de génération en génération. Ça va d'Azmi Bachara jusqu'à Hanin Zoabi. Donc on n'est pas encore à la phase d'une grande réconciliation, on va dire, entre Arabes israéliens et Juifs d'Israël. On est dans une tentative de rapprochement. Est-ce la fin de l'ère Benyamin Netanyahou après ce scrutin? Ça, c'est la grande inconnue pour l'instant. Actuellement, on voit que le bloc de droite est plus important que le bloc de gauche. Il va falloir y avoir un gouvernement d'union nationale. De toutes les manières, ils vont devoir s'entendre. Maintenant, c'est vrai que si on regarde les positions aujourd'hui, chacun campe sur sa position. Bleu-Blanc accepte de discuter d'un gouvernement d'union nationale à condition que Bibi n'en fasse pas partie. Du côté du Likoud, on dit qu'il a été élu, c'est vrai, de manière démocratique et que c'est le leader du parti. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à s'entendre et à mettre de l'eau dans leur vin chacun des deux côtés, la dernière option, c'est de retourner vers des élections, ce qui est aussi improbable. Parce qu'aujourd'hui, les Israéliens en ont marre de cette situation, de retourner aux urnes. Ça fait 2 fois en 6 mois. Et je ne pense pas qu'on peut les laisser nous amener vers cette opportunité-là. Il faudrait un système un peu comme au Vatican. Vous savez, on les enferme dans une chambre et puis on attend qu'il y ait la fumée blanche qui sorte, qu'ils aient pris une décision, qu'ils se soient mis d'accord. Il va falloir que chacun des 2 gros blocs fasse des concessions. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je dirais que les cas de figure sont relativement restreints. La marge de manœuvre est extrêmement restreinte, celle par exemple du président de l'État, parce que on peut parler d'un gouvernement en supposant qu'on va vers un gouvernement d'union nationale. Dans ce gouvernement d'union nationale, il faudra savoir qui le dirige. Et dans le cas de figure actuel, c'est soit Benyamin Netanyahou, soit Benyamin Netanyahou disparaît de l'échiquier politique, parce que s'il ne dirige pas ce gouvernement, il ne peut pas être ministre. La loi ne lui permet pas, puisqu'il est en procédure d'inculpation. Donc il ne peut pas être ministre, donc il n'y a pas de 36 solutions. C'est soit un gouvernement d'union nationale dirigé par Benyamin Netanyahou avec Benny Gantz comme ministre de la Défense ou vice-premier ministre, ou alors, dans le second cas, c'est-à-dire l'hypothèse où le président Rivlin confie à Benny Gantz le soin de former un gouvernement d'union nationale, eh bien, Netanyahou n'y a pas sa place. Il n'y a pas sa place. Même s'il voudrait y rester, même s'il peut dire je suis favorable à un gouvernement d'union nationale, il n'a pas sa place parce que, à moins qu'il soit simple député, on ne voit pas Benyamin Netanyahou devenir second de Benny Gantz. Donc ça, c'est un cas. C'est impossible aussi qu'il y ait un 3e scrutin. Et c'est là que le rôle du président sera déterminant. Le rôle du président, comme je l'ai dit et je l'ai répété ce matin, depuis le début, le président considère qu'il a donné sa chance à Benyamin Netanyahou le 9 avril. C'est-à-dire au lendemain du 9 avril, il lui a confié le mandat de former une coalition gouvernementale. Le problème, c'est que Benyamin Netanyahou ne lui a pas rendu ce mandat le 29 mai, à la veille, à quelques minutes de la dissolution de la Knesset, et qu'à partir de ce moment-là, le président, de manière tout à fait légitime, en mettant de côté le contentieux personnel qu'il a avec le Premier ministre, eh bien, peut dire j'ai donné sa chance à Netanyahou, maintenant je donne sa chance à Benny Gantz. Quelle décision? Et donc, à partir de ce moment-là, la situation de Benyamin Netanyahou est on verra effectivement. Merci beaucoup. Effectivement, le timing. Merci beaucoup Amélie Ferré pour votre présence sur ce plateau. Merci également aussi à Bravanel pour votre présence et ce débat. Simplement un point sur les derniers chiffres. Selon les résultats partiels officiels, à 88% de dépouillement, Bleu-Blanc est passé devant le Likoud avec 33 sièges.